fans de Formule 1, bienvenue pour un nouveau numéro de Retour au Stand. Nous avons vécu un week-end fantastique entre moments de stress et moments épiques. Un Grand Prix de Grande-Bretagne qui restera mémorable et qui s'est conclu par la première victoire de Carlos Sainz. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, la victoire de l'Espagnol décryptée par Retour au Stand, le podium spectaculaire de Sergio Pérez et Lewis Hamilton, et bien sûr l'analyse de la course des grands perdants d'hier, Charles Leclerc et Max Verstappen. Pour conclure, comme toujours, nos tops et nos flops. Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans le 10e épisode de Retour au Stand, c'est le débrief de Silverstone. Que d'émotions hier à Silverstone après ce Grand Prix de dingue, disons-le clairement. Émotions tout à fait différentes, palpables, insoutenables. Le dimanche 3 juillet restera certainement comme l'un des jours les plus épiques et les plus fous de l'histoire de la Formule 1. Pour débriefer avec moi aujourd'hui, mon acolyte de toujours, Clément Bigois. Bonsoir à toi Clément. La question, est-ce que tu t'es remis de tes émotions ? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour mon cher Quentin. C'était exceptionnel. On va dire les choses comme elles sont. On a eu un gros moment de peur, de flip, quand on a vu cette voiture à la renverse à l'issue du premier virage. On n'a pas l'habitude de voir des tels accidents. Ça fait un peu peur. Ça rappelle, toute proportion gardée, ce qui s'est passé avec Romain Grosjean. Et puis, il y a eu l'attente. Il y a eu, pourquoi pas, la pluie, même si finalement elle n'est pas arrivée. Et puis, on a vécu un Grand Prix exceptionnel avec, on y reviendra, entre le 45e et le 47e tour, peut-être la plus belle bataille de l'histoire de l'ère hybride. Mais comme tu as si bien dit, je pense que c'est un Grand Prix de Silverstone qui, oui, restera dans les annales de l'histoire de la F1, très clairement. Alors, parlons un peu de cette course incroyable. Déjà, est-ce que tu penses, enfin moi je le pense en tout cas, est-ce que c'est pour toi le meilleur Grand Prix de la saison 2022 ? Oui, déjà, parce qu'on a eu un spectacle rarement vu en piste, mais aussi parce que on a enfin vu Mercedes au niveau, on y reviendra, mais euh, ils ont bénéficié de circonstances un peu particulières. On a eu tout ce qu'il fallait pour un Grand Prix, c'est-à-dire des équipes au top, des belles batailles et quelques petites surprises comme celle de voir Charles Leclerc hors du podium, de voir Lewis Hamilton troisième, de voir Fernando Alonso encore une fois pas si loin du podium. On a eu plein de choses qui ont fait que oui, c'était le plus beau Grand Prix de 2022. Il faut peut-être remonter encore pour retrouver trace d'un tel Grand Prix dans sa globalité, pour ce qui est du show et du plaisir pris par les téléspectateurs et les fans de F1. Et j'ai envie de rajouter également la belle bataille entre Max Verstappen et Mick Schumacher à la fin. On va évoquer la victoire de Carlos Sainz. Carlos Sainz, on a tendance un peu à l'oublier avec tous les événements de Silverstone hier. Alors, première pole position samedi, et puis au bout de 150 Grands Prix, première victoire en Formule 1 pour l'Espagnol. Alors, Clément, son premier départ est clairement loupé, mais vite annulé par l'accident de Guan Yu Zhou. Et puis, on a senti un pilote plus déterminé. En tout cas, moi, entre les 3/4 d'heure d'attente après l'accident, je l'ai senti déterminé même dans son regard. Et puis, on a ce départ assez fou où il tasse Max Verstappen sur le côté droit de la ligne de départ. Et donc, une défense très agressive sur le champion du monde. C'était un Grand Prix assez spécial de sa part parce qu'on a. J'ai cru à un moment qu'il allait retomber dans ses travers quand il fait l'erreur sous la pression de Max Verstappen. Ses départs loupés, il avait quand même une certaine pression supplémentaire. Il l'a à moitié mis de côté, quand même. On va quand même être très clair, mais on le précisait, on le disait depuis 9 épisodes de Retour au Stand, il avait besoin de cette victoire déclic, j'ai envie de dire même plus que ça, de cette pole déclic, parce qu'on savait qu'il était rapide, on savait qu'il avait les moyens de le faire, et en plus il le fait à Silverstone, l'un des temples quand même de la vitesse. C'est une piste complète, c'est une piste de champion, de crack. Il le fait sous la pluie, malgré les petits loupés de Charles Leclerc et de Max Verstappen. Il a réalisé vraiment un week-end excellent avec une
une tête de liste aussi dans les essais libres 2. Mm. C'est un gros week-end de la part de Carlos Sainz. Est-ce que ça va être déclic? Eh ben, on le verra dans les prochaines semaines. On a tous tendance à penser que oui. Il a été le plus solide tout en bénéficiant de circonstances ultra favorables et notamment d'un muret Ferrari qu'on qualifiera de bizarre, d'étonnant. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant. J'ai l'impression qu'au-delà de la performance sportive et donc le fait qu'il se soit imposé dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne, j'ai l'impression qu'il s'est imposé dans l'écurie, voilà, avec notamment ce moment où il tarde à donner l'avantage, à laisser passer son coéquipier Charles Leclerc qui était beaucoup plus rapide à ce moment-là. J'ai l'impression qu'il s'est imposé, qu'il s'est dit, voilà, moi je suis capable de remporter un Grand Prix, je suis capable d'être leader et c'est ce qui s'est un peu passé parce que son écurie l'a finalement privilégié à la fin du Grand Prix lorsqu'il y a la safety car. Est-ce que toi, tu as eu cette impression que Carlos Sainz, au-delà de l'aspect sportif, il s'est imposé hier, il a porté ses couronnes et il s'est dit, voilà, moi aussi, je suis capable d'être un leader technique, tactique. Et la preuve, il a gagné hier le Grand Prix de Grande-Bretagne, Clément. Ouais, on peut parler d'un dimanche de l'affirmation, parce que quand on entendait les radios et qu'il disait au muret Ferrari, laissez-moi un tour de plus, je vais essayer de rouler je sais plus, c'était 32,8 ou 32,5, alors qu'il était en 32,8. Bon, on entendait Jacques Villeneuve dire, mais il ne pourra pas rouler, il ne pourra pas gagner 3 ou 4 dixièmes. On voyait Charles Leclerc nettement plus rapide malgré un aileron. Euh, Endommagé qui lui faisait perdre 1 à 2 dixièmes par tour. Et pourtant, il était très rapide, Charles Leclerc. Et Carlos Sainz, il n'a pas lâché. Il a montré que il avait l'étoffe d'un patron dans une grande écurie. Déjà, il l'a montré le samedi en étant très fort dans la tête, en ne faisant pas d'erreur. Et c'est là-dessus où il faut vraiment le souligner, au-delà de le féliciter, parce qu'il a fait quand même cette erreur dans le premier tiers de course quand il est sous pression face à Max Verstappen, mais sous la pluie de Silverstone, dans des conditions très compliquées, avec une piste à moitié séchante, à moitié avec une nouvelle averse, avec des pneus intermédiaires dont on ne sait pas trop ce qu'ils valent, et ben, il a été très très fort. Et cette affirmation, elle est peut-être venue de là. Elle est peut-être venue de son samedi après-midi totalement réussi. Et au-delà de ça, Quentin, on l'a vu être tout de suite dans la. Ne pas se réjouir finalement de cette première place, de cette première ligne, de cette pole, puisqu'il savait qu'il y avait quelque chose à aller chercher le lendemain. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que cet Espagnol, eh ben, il a visualisé la victoire sans en faire trop le samedi. Et c'est peut-être ça la différence. Ouais, il a fait la différence et il fait la différence au classement. Il repasse devant George Russell au classement pilote. Donc, Russell 111, 5e, 4e Sainz 127. Il revient à 11 points de son coéquipier Charles Leclerc. Mais on évoquera un peu plus tard la situation chez Ferrari dans notre troisième partie. Je te propose de passer maintenant au pilote du podium, Sergio Pérez et Lewis Hamilton. Sergio Pérez, commençons par lui. Remontée incroyable pour le Mexicain après avoir subi les conséquences de son accrochage avec Charles Leclerc au deuxième départ. Et puis il finit deuxième. Encore une fois, Clément, le Mexicain, on ne pensait pas voir là à la fin du Grand Prix. Mais finalement, une fois de plus cette saison, il finit par nous impressionner. Pilote du jour, très Pilote du clairement. jour, ouais. Ça là-dessus, on peut pas le nier, même si on aurait pu mettre Charles Leclerc pour son combat, là où Lewis Hamilton également, Fernando Alonso, mais Sergio Pérez le mérite très clairement après ses déboires du premier tour, des premiers tours qui lui ont coûté cher. Et ben, il signe quand même un 6e podium en 10 courses, et ça, c'est assez spectaculaire, même si on est en droit de lui demander cela parce qu'il est deuxième pilote de la meilleure voiture. Donc, il y a un peu moins de. Il y a des attentes là-dessus. Donc, il est à la hauteur des attentes
du board de Red Bull, mais il réalise une saison de toute beauté avec déjà une victoire qui plus est à Monaco. Et là, il a montré qu'il était rapide, qu'il était solide aussi dans la tête. Il aurait pu gagner, même si on a vu que sur les 12 derniers tours après la relance, et il a tardé un petit peu à passer Charles Leclerc, qui, il faut le souligner, a été très très fort en pneus durs. Mais finalement, quand on voit le gap qui a été de 4 secondes, il est revenu à 2 secondes 3, 2 secondes 4. Donc ça aurait été peut-être un petit peu compliqué de gagner. Ouais. Mais c'est une nouvelle superbe deuxième place. Après 10 courses sur 22 ou 23, il n'est qu'à une trentaine de points de son coéquipier. Ça montre qu'il est en train de réaliser une saison absolument magnifique, le Mexicain. Ouais, 34 points de différence entre Sergio Pérez et Max Verstappen. Max Verstappen qui, bien sûr, laisse des plumes après ce Grand Prix de Grande-Bretagne, on va l'évoquer après. Du coup, Sergio Pérez a un solide pilote, un bis, hein, on ne sait plus comment trop l'appeler, Sergio Pérez, une fois voilà, au Canada, où malheureusement il doit abandonner. Et là, il nous sort encore une performance dantesque. Lewis Hamilton, maintenant, eh bien, le septuple champion du monde est de retour dans la partie. Il a même mené le Grand Prix à un moment donné avec 18 secondes d'avance sur les Ferrari. On a eu aussi ce moment juste avant qu'ils prennent la tête, ce moment où les Ferrari voilà, ont pas réussi à avoir une stratégie concrète. Voilà, les deux pilotes se battent, oui ou non. Et puis derrière, on avait Lewis Hamilton qui revenait à balle. Mercedes a clairement répondu aux attentes d'Hamilton. Hamilton a répondu aux attentes de la voiture. Enfin voilà, il y a eu un travail complémentaire ce week-end de la part de l'écurie allemande. Clément, c'est carré pour Lewis. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir quand même des regrets de ne pas avoir gagné ce Grand Prix à domicile? Pour moi, c'est quand même un podium en trompe-l'œil. Je vais peut-être te surprendre là-dessus, mais je vais reprendre les excellents arguments de la team Canal+, Villeneuve, Montagny, Simon Chotan. Certes, ils ont amené des grosses améliorations sur la voiture. On le sait, l'usine est très proche, comme d'autres, de ce circuit de Silverstone. Mais on sait aussi que c'est l'une des pistes qui leur convient le mieux, avec des grandes courbes rapides, des grandes lignes droites et une piste très lisse. Et on a vu très peu de marsouinage les concernant durant ce week-end. Alors, bon, il y a eu l'épisode pluvieux qui fait que les voitures vont nettement moins vite, 12 à 14 secondes, je crois, de plus. Mais je vais attendre quand même l'Autriche et le Castellet pour annoncer Faut pas s'emballer pour toi, en fait. non, faut pas s'emballer parce que avec une meilleure stratégie de Ferrari, il n'est pas dans les trois. Alors après, ça c'est le début de saison. On va pas remettre c'est pas les 6, mais il a bénéficié de circonstances favorables, tant mieux. Il faut cette saison finalement prendre les points quand il faut. Les points pris ne sont plus à prendre, c'est la fameuse expression, mais c'est quand même une victoire. Une victoire. Oui, c'est une première victoire pour lui de retrouver le podium, même s'il est monté sur le podium également au Canada, mais il faudra un petit peu plus côté Mercedes. En revanche, son week-end est quand même très satisfaisant. On l'a vu très rapide le vendredi, on l'a vu plutôt intéressant le samedi, un petit peu moins sous la pluie, et il a été clairement à la hauteur dimanche en course. Donc tout cela, on a vu un Lewis Hamilton combatif, ce qui n'était pas tellement le cas depuis le début de la saison. On a vu un Lewis Hamilton souriant, ce qui n'était pas le cas depuis la reprise fin mars à Bahreïn. Et on a surtout vu un Lewis Hamilton pas râleur. Et ça, c'est peut-être une grosse différence. Il montre qu'il a switché dans la tête et qu'il a retrouvé un petit peu de positivisme. Voilà. En tout cas, c'est important pour lui et l'écurie. Là où je te rejoins, c'est que je pense qu'il faut encore attendre alors l'Autriche, la France, en tout cas avant la trêve, pour voir Mercedes confirmer et voir s'ils sont réellement de retour dans le match à 3. Parce que oui, certes, hier, voilà, il y avait deux pilotes Ferrari, un pilote Red Bull, un pilote Mercedes dans la bataille, mais
on voit encore qu'il y a voilà, un gap entre les Red Bull et les Ferrari d'un côté et les Mercedes de l'autre. Tu me rejoins là-dessus, je suppose. Ouais, je trouve qu'en rythme de course, même si lui affichait des meilleurs temps, ils sont assez irréguliers encore. Je les ai vus très bons en essai libre, avec une voiture moins difficile à conduire, plus agréable. En tout cas, ça se ressentait de l'extérieur. De là à ce que ça devienne une voiture de course, à l'image des Red Bull, parce qu'on dit aussi que Ferrari est une voiture de qualif pour le moment. Il va falloir encore du boulot. Je ne sais pas si l'Autriche est pour eux, mais en tout cas, le Castellet et le Hungaroring, après, seront peut-être des très très bons tests pour voir où ils en sont. Allez, je te propose de parler des déçus d'hier, Charles Leclerc et Max Verstappen. On va parler donc de Charles Leclerc en premier, car c'était l'un des sujets les plus chauds hier après la course. Leclerc déçu, frustré, le visage fermé au micro de Canal+. Les raisons de ce mal-être, on le rappelle, ça commence par l'abandon d'Esteban Ocon, qui provoque l'entrée de la safety car. Et là, Ferrari demande à Sainz de rentrer, mais pas Charles Leclerc, qui est en tête du Grand Prix et qui alors chaussé de pneus hard. Et donc, derrière lui, on a Carlos Sainz, Lewis Hamilton et Sergio Perez qui chaussent les pneus tendres, ce qui, à ce moment-là, déséquilibre un peu, beaucoup, les rapports de force. Leclerc a fait de son mieux, en tout cas. Clément, il a très bien défendu. C'est exceptionnel ce qu'il a fait avec des pneus hard face aux pneus frais, tendres de ses adversaires directs. On le rappelle, donc sa défense face à Perez, Hamilton, il a résisté au retour de Fernando Alonso à la fin. La question qui fâche à 100 millions de dollars, est-ce que c'est une décision logique ou non d'avoir arrêté Sainz et pas Leclerc? Non, mais Quentin, ils se sont trompés sur toute la ligne. L'équipe de Mattia Binotto, Laurent Mekies et tout ça ont fait erreur sur erreur. Faut pas oublier qu'il a réalisé quand même 40 tours avant de grande qualité et qu'il aurait dû passer beaucoup plus tôt son coéquipier Carlos Sainz, ou qu'il aurait dû être contraint de le passer. Tête pensante de Ferrari que j'ai mis en flop ont beaucoup tardé alors qu'il était nettement plus rapide et on l'a vu, il n'a pas pris un gap énorme quand on l'a laissé passer. Ça a été, je crois, de l'ordre d'une seconde 8 ou de 2 secondes, mais il était plus rapide malgré le petit souci d'aileron. Il a toujours été plus rapide que Carlos Sainz. Et ben là, voilà, les spécialistes ne le comprennent toujours pas. On l'a vu très énervé, certains le traitant un peu d'égoïste, même s'il faut pas, faut remettre les choses dans son contexte. À la radio, il a montré un certain énervement, mais il n'a pas oublié de féliciter Carlos Sainz pour sa première victoire, en lui disant de profiter, de se réjouir de cette première victoire et de fêter cela. Donc, égoïste, non, très énervé. Oui, et il y a une phrase que je vais reprendre que j'ai vue tout hier soir sur les réseaux sociaux. Ferrari ne mérite pas Leclerc. Et ben, Je sur commence cette à le penser. saison, je commence à vraiment le penser, malgré une attache très forte Ferrari, limite tifoso. Mais voilà, ils font beaucoup d'erreurs et ça coûte cher pour l'instant. Et il reprend malheureusement que 6 points sur Max Verstappen, alors il aurait pu en reprendre une quinzaine ou une vingtaine même. Est-ce que, au final, il peut y avoir un risque de rupture? Bon, déjà, entre Leclerc et l'écurie, le staff de Binotto, ça, on pense que la fracture a commencé un peu à se faire, mais entre Sainz et Leclerc, parce que je trouve qu'on ne l'évoque pas assez, certes, Charles a félicité Carlos Sainz après la course, sa victoire, mais à un moment donné, Carlos Sainz, il n'a pas voulu laisser passer Charles Leclerc. Au contraire, il a insisté jusqu'au bout pour dire faites-moi confiance. Voilà, il y avait plutôt une très bonne entente entre Carlos Sainz et Charles Leclerc avant cette course, depuis qu'ils sont d'ailleurs pilotes Ferrari ensemble. Est-ce que cette course marque, je dirais pas une fracture parce que c'est peut-être trop gros, mais en tout cas une relation un peu plus tendue ou du moins de méfiance entre les deux pilotes?
Alors, est-ce que si le terme fracture est trop important, je peux utiliser le mot fêlure, mon cher Quentin? Magnifique. Non, c'est compliqué à dire parce que tout ça, c'est du travail en interne, c'est des discussions qui ont lieu principalement à Maranello. Donc, On peut pas reprocher à Sainz d'être voilà, dans la compétition et d'être jusqu'au bout, d'avoir voulu jusqu'au bout sa victoire. On peut pas lui reprocher ça. mais c'est compliqué. Mais moi, je dirais même qu'au-delà de ça, c'est compliqué de reprocher à des tels champions, des tels pilotes ou des tels sportifs, si tu veux, d'avoir un caractère. Sainz, on l'a vu un petit peu introverti, tout ça. On sait que Charles Leclerc, énervé, a vraiment un gros caractère, mais un caractère de gagnant, comme Lewis Hamilton n'aime pas perdre, comme Max Verstappen n'aime pas perdre. Donc là, il l'a montré, ça fait plusieurs fois, après Monaco, après les soucis moteurs qui étaient peut-être évitables. Bon, bah voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, effectivement. On va voir ce qui se passe en Autriche, surtout que ce n'est pas un circuit proprement favorable à Ferrari. Verstappen, maintenant, il a subi une course très, très laborieuse, le champion du monde. Et il avait eu le meilleur de Carlos Sainz au premier départ. Il a fait face à la robustesse de l'Espagnol au deuxième départ, au restart. Il a ensuite dépassé, a connu de nombreux déboires matériels avec le capot moteur et le plancher. Il conserve malgré tout une bonne avance au classement. Est-ce que c'est un peu too much pour parler de défaite, Clément? Bah, il s'est clairement loupé. Il s'est clairement loupé, il faut le dire. Hein. C'est... Ouais, mais avec des boires quand même matériels, une voiture qui ne répondait plus, il a quand même réussi à finir septième, non? Ouais, alors il voulait abandonner. C'est ça le plus fou, c'est Oui. que Mm. il a parlé de voiture inconduisible et il a voulu abandonner. C'est fou de le voir s'en sortir avec 6 points alors qu'il aurait même dû perdre plus dans la bataille avec Mick Schumacher. Mais voilà, personne a vraiment trop compris ce qui s'est passé Mm. sur, sur sa voiture, sur le souci qui l'a accompagné durant, je crois, une trentaine de tours. Donc, bah, En il tout va cas, falloir Red que... Bull disait que ce n'était pas, c'était vraiment, voilà, ça ne l'impactait pas dans sa course, mais que c'était vraiment plutôt quelque chose de matériel, mais qui ne pouvait pas impacter sa performance. On n'a pas vraiment, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment très bien compris. Mais bon, voilà, il a réussi à s'en sortir. Mais voilà, c'est vrai qu'on n'a pas très bien, enfin, je sais pas toi, c'est quoi ton ressenti, mais c'est vrai qu'on n'a pas très bien compris. Après, bon, effectivement, le fait de vouloir abandonner, c'est vraiment que si Max Verstappen veut abandonner de lui-même, ça veut dire quelque chose. Finalement, bon, il s'est peut-être dit, je vais continuer, je vais essayer, mais ces images où on voit limite Latifi prêt à doubler Verstappen, ça fait vraiment bizarre en cette Ah, c'est saison assez fou, 2022. on sait pas trop finalement, comme tu dis, je perds l'avant, je perds l'arrière, et j'ai pas de grip. C'était très, très étonnant. Ouais, je pense pas que ça soit un souci de fiabilité, mais en tout cas, bah, il est passé à côté de son Grand Prix malheureusement pour lui. Il a quand même fait des fautes le samedi en qualification. Alors, encore une fois, c'est sous la pluie, donc c'est à celui qui fera le moins d'erreurs. Et on a vu deux magnifiques 360, l'un de Max Verstappen, l'autre de Charles Leclerc. Mais ce sont des erreurs qui coûtent cher à ce niveau-là parce que bah, ça ne leur a pas permis de partir en pôle. Alors après, il a complètement réussi ses départs. Il avait choisi d'abord de partir en soft, après de se mettre en médium, mais il a encore réussi son départ. Il y a du bon et du moins bon sur ce Grand Prix. Et puis, bah, c'est la première fois de la saison qu'on a finalement les deux prétendants au titre mondial qui ne sont pas sur le podium. Donc, ça fait assez bizarre de se dire ça, mais ça permet à d'autres de briller, et tant mieux. Le circuit du Grand Prix d'Autriche lui est très favorable puisqu'il a remporté, il a remporté ce Grand Prix 3 fois sur les 4 dernières éditions. Donc, il part largement ou il part voilà, favori pour ce dimanche 10 juillet.
Sur cette saison, tu sais, Quentin, très largement favori, je pense qu'on peut même plus le dire, parce qu'il y a tellement de rebondissements, il y a tellement de soucis Mm, de c'est vrai. fiabilité. Donc, je dirais favori, oui, avec Sergio Pérez, parce que c'est des circuits avec des, euh, des très grandes vitesses de pointe, et on sait à quel point cette Red Bull est ultra rapide. En revanche, je pensais qu'avec le Castellet, ça allait être compliqué pour Ferrari, ça le sera peut-être moins. Et en Hongrie, c'est peut-être un avantage Ferrari. Donc, Mm. vraiment, j'ai hâte de voir ces trois grands prix-là, en espérant bien évidemment qu'il n'y ait aucun souci de fiabilité des deux côtés, même si Alpine et Mercedes doivent en profiter, eh bien, tant mieux pour eux. Mais on aura, en tout cas, après la Hongrie, c'est-à-dire après 13 Grands Prix sur 22, on aura finalement un plateau plus clair. On y verra bien plus clair Mm, mm. sur la suite de ce championnat avec, eh bien, est-ce qu'on aura un gros gap entre Verstappen et Leclerc peut-être, ou est-ce qu'on sera sur un duel entre Red Bull? Et ben, voilà, réponse dans 3 petites semaines. En tout cas, par rapport au classement de pilote, juste pour finir sur cette partie, j'ai rarement vu, en tout cas pas de mémoire, un classement aussi serré entre la deuxième et la cinquième place. Je sais pas toi c'est ce que tu en penses, mais avec Russell 111, cinquième et deuxième Perez 147, je trouve que tout est possible au niveau de la deuxième place pour le moment. Ben, après 10 courses, il n'y a qu'un Grand Prix et demi d'écart entre le deuxième et le cinquième, comme tu dis, avec pour la première fois, eh bien, George Russell qui ne marque pas Ah oui. des points, enfin qui n'est pas oui, qui ne marque pas des points et qui n'est pas dans le top 5. C'est à souligner aussi, il a été victime de la collision entre Gasly, Zhou et tout ça. Donc, bon, il a aussi été victime de son mauvais départ qui lui coûte très cher alors qu'il avait voulu partir en hard. C'est comme ça peut arriver. Allez, je te propose de passer au top et au flop. Je rappelle que vous pouvez retrouver les tops et les flops du Grand Prix de Grande-Bretagne sur notre chaîne Twitter. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Ça nous ferait plaisir. Alors Clément, on va regarder tes tops et tes flops, enfin ton flop, pardon. Alors on va commencer par tes tops. Tu as mis donc Mick Schumacher, donc normal, hein, avec les premiers points marqués en Formule 1, 4 points, plus le point de Kevin Magnussen. On pourrait dire que As est aussi un top dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Et oui, ils reviennent à 7 petits points d'AlphaTauri. On sait à quel point c'est important dans ce bas de tableau d'avoir des financements et les financements viennent avec les points. Et, non, j'ai bien aimé sa course. Voilà, c'est ses premiers points en Grand Prix. Il faut le souligner. Le fils de Michael les a enfin. Et il aurait même pu en décrocher 6. On ne sait pas trop comment Max Verstappen a réussi à lui résister, Mm. mais il a été en difficulté le samedi et même tout le week-end, avec seulement, je crois, la 19e place, oui, c'est ça, juste devant Lance Stroll en qualif, mais il a fait ce qu'il fallait, il a été malin et prend des points. C'est important aussi dans le terme déclic. Voilà, c'est important pour la suite de sa carrière. On sait qu'il aurait pu être sur la tangente. On sait qu'il y a pas mal de pilotes qui tapent à la porte. Et voilà, c'est des points qui peuvent lui permettre, eh bien, dans les prochaines semaines, de pourquoi pas viser une 12, 13e place plutôt que de viser la 17 ou 18. On verra justement si ça sauve sa place, son baquet en Formule 1. Alors le spectacle, bon, on va pas y revenir, on en a parlé précédemment, mais bien sûr, Un ça a petit été. mot. Un petit mot quand même sur le spectacle. Je t'en Merci à prie. la nouvelle réglementation. Merci, Ala. À la nouvelle réglementation. Oui. Aux nouvelles voitures, parce que je pense que c'est ce travail de la FIA qui fait qu'aujourd'hui, on a des voitures qui peuvent plus se battre en piste, Mhm. des pneus qui se dégradent un petit peu moins, des voitures qui peuvent plus se suivre sans chauffer leurs pneus. Donc, c'est bénéfique. C'était le but de cette nouvelle version de la F1, et pour l'instant, c'est clairement réussi.
Bien sûr, et puis en plus, on n'a pas eu trop de problèmes de marsouinage. En tout cas, on n'a pas vu les pilotes s'en plaindre forcément hier. Ça fait plaisir. Et puis, bien sûr, avec les nouvelles réglementations, c'est vrai qu'on a pris notre pied hier. Et bien sûr, le halo, hein, le halo qui a certainement sauvé la vie de Guan Yu Zhou. Je te laisse en parler puisque c'est ton top. Guan Yu Zhou et puis Roy Nissany le matin en F2, bon, qui après avoir effectué des dépassements, des retours en piste très dangereux, s'est fait grimper dessus par Auger. Mm. Mais voilà, on était beaucoup à être contre parce que c'est moche. Et finalement, eh bien, ça sauve des vies. Ça a sauvé la vie de Charles Leclerc il y a quelques années. Ça a peut-être sauvé la vie de Lewis Hamilton lors de l'épisode avec Max Verstappen à Ça. Monza. Ça sauve très clairement hier Roy Nissany en Formule 2 et Guan Yu Zhou en F1. On a eu très peur, mais voilà, le halo qui a aussi été mis en IndyCar. Alors, en IndyCar, c'est différent parce qu'il y a même une vitre pour éviter d'avoir des débris qui viennent atteindre le casque. Et ben, c'est l'élément indispensable. On voit qu'ils ont tous les pilotes ont été unanimes là-dessus en remerciant eh bien, les commissions de sécurité autour de la FIA pour ce rajout qui sauve des vies. Et bien sûr qu'on a tous été marqués par ce qui s'est passé avec Jules Bianchi Mm. et d'autres, et on ne voulait plus revoir ça. Et ce halo, il est, euh, il est du pain béni pour la sécurité des pilotes. Merci à la FIA pour ça. Un cocktail d'angoisse provoqué par un départ donc qui a provoqué l'accident. Juste pour revenir à ce fait de course très important qui a donc marqué les téléspectateurs hier. Voilà, George Russell qui se décale à la gauche. On a donc sur sa gauche où il y a Guan Yu Zhou, Pierre Gasly qui essaie de passer entre les deux, mais finalement qui voit qu'il n'y a pas trop d'espace. Est-ce qu'on doit reprocher à un de ces pilotes, donc Pierre Gasly ou George Russell, d'avoir effectué une mauvaise manœuvre ou alors voilà, on se dit c'est un fait de course, c'est comme ça. Il y aura un petit reproche quand même sur George Russell qui rate son départ et qui, au lieu de se mettre côté droit où il y avait personne, vient tout de suite côté gauche pour être dans la bataille. Mais après, ça va tellement vite, voilà, on peut pas prévoir ce genre d'accident, heureusement d'ailleurs. Euh, c'est un miracle quand même qu'il n'y ait rien eu dans le public parce qu'on voit à quel point la voiture se fracasse sur les grillages. Les grillages étaient peut-être un petit peu trop bas même. Mm. Le seul reproche, je le ferai pas sur les pilotes, Mm. c'est peut-être d'avoir des bacs à gravier qui sont pas assez profonds et qui font pas assez ralentir la voiture parce qu'on l'a vu, elle a repris de la vitesse, Ouais. même à l'envers, sur ces graviers. Donc, il y a peut-être une réflexion à avoir là-dessus. Bien, et c'est la fin de ce 10e épisode de Retour au stand. Merci à vous de nous accompagner et puis merci à toi Clément pour ce travail d'analyse toujours aussi complet. On a pris notre pied hier à Silverstone malgré le début d'un Grand Prix assez stressant, assez angoissant. On va retenir en tout cas les belles images des dépassements et puis de la très belle bataille à trois entre Sergio Pérez, Charles Leclerc et Lewis Hamilton. On se retrouve lundi prochain pour le débrief du Grand Prix d'Autriche. Et puis on Merci aura. Quentin. Et puis on Merci a. Quentin. Et un dernier petit point quand même de féliciter le clan français et monégasque qui a brillé tout au long du week-end. On a eu une victoire d'Isaac Adjar en F3, une deuxième place de Victor Martins. Et le lendemain, on a eu une victoire d'Arthur Leclerc en F3, une deuxième place de Théo Pourchaire. Donc voilà, c'était mon petit point F2, F3 que j'aime bien faire, mais on n'oublie pas ces jeunes pilotes Bien qui sûr. seront peut-être l'avenir de demain et de retour au stand de peut-être 2023, 2024 ou 2025. Bon, on espère que ça sera la relève. Salut Clément, bonne soirée. Et puis je voulais juste dire donc qu'on aura peut-être une grande annonce à vous faire en ce qui concerne le Grand Prix de France. Donc restez à l'affût et puis on s'en parle très vite. Bonne soirée à toi Clément et puis bonne soirée à tous.